La République de Platon, introduction de Robert Bakou, 6. Le gouvernement de la cité juste, 1. Organisation de la classe des gardiens des trois vagues, suite. C. Les philosophes rois. Que la constitution que nous venons de décrire soit la meilleure possible, aucun esprit sensé ne l'osera contester. Reste donc à savoir si elle est réalisable, et dans l'affirmative, comment on la réalisera. La première question n'occupera pas longtemps Socrate. En effet, si les institutions qu'il préconise sont conformes à la nature, elles n'ont par cela même rien d'impossible. Après une assez longue digression sur les lois de la guerre, au cours de laquelle est résolu un problème de droit international, voici que se déchaîne la troisième vague, la plus haute et la plus furieuse de toutes. L'état idéal ne peut sortir du domaine des pures virtualités qu'à une condition, d'étrange apparence, qui ne manquera pas de susciter rire et sarcasme. Il faut que les philosophes deviennent rois, ou les rois et souverains de ce monde réellement et sincèrement philosophes. Science et puissance politique doivent se trouver réunies en un même homme pour se prêter un mutuel secours. Beau paradoxe, s'écriera-t-on. Aussi bien Socrate, qui vient d'énoncer cette proposition, s'attend-il à subir le rude assaut des champions d'un bon sens vulgaire. Concédons à ces impétueux adversaires, dit-il, que ceux qui se parent du titre de philosophe sont souvent décriés à bon droit, mais précisons notre pensée en définissant le vrai philosophe. Selon nous, c'est l'homme qui aime la science sous sa forme universelle et non telle ou telle science particulière. Or, la science a pour objet l'être réel, to ontos on, c'est-à-dire l'ensemble des essences ou idées. Entre elles et l'ignorance, laquelle porte sur le non-être, existe une puissance intermédiaire appréhendant la multitude des choses qui, différentes de l'être aussi bien que du pur néant, errent perpétuellement entre ces deux pôles. Cette puissance est l'opinion. Changeante comme les phénomènes qu'elle nous permet de saisir, elle est à la science ce que le devenir est à l'être. Ainsi donc, aux trois parties que nous avons discernées dans l'âme correspondent les trois puissances distinctes, science, opinion et ignorance. Cette dernière n'étant en fait qu'une puissance négative. À l'encontre du vulgaire, dont la perception se borne aux phénomènes, autrement dit aux choses qui tombent sous les divers sens, le philosophe pénètre les réalités et fixe sa connaissance dans le domaine de l'immuable et de l'éternel. Comme son âme s'ouvre sur le monde des idées, où il voit la justice dans toute sa splendeur, il est à même, tel un peintre, d'en reproduire ici-bas l'exemplaire divin. Hésitera-t-on encore à lui confier le gouvernement de la cité parfaite ? Autant vaudrait, ayant un guide à choisir, hésiter entre un homme doué de vue claire et un aveugle. D'ailleurs, aucune des autres qualités ne lui manque, que l'on est en droit d'exiger d'un chef. Sincère, il déteste le mensonge et la fraude. L'amour qui le porte vers la science et la vérité, semblable à un torrent que rien ne peut détourner de son cours naturel, ni disperser en multiples ruisseaux, absorbe tous les désirs de son âme et les fait concourir à sa propre fin. Le vrai philosophe ne recherche donc pas les plaisirs du corps. Du point de vue sublime où il se place, il ne saurait accorder à la vie terrestre une importance qu'elle n'a pas. Aussi méprise-t-il la mort et se distingue-t-il par sa grandeur d'âme et son courage. Il est à la fois libéral et tempérant, enthousiaste et désintéressé. Son esprit vif est servi par une mémoire sûre, et sa force embellie de mesure et de grâce. Ami, et comme allié de la vérité, comblé des dons les plus rares, il est tel enfin que Momus, dont les railleries, dit-on, n'épargnent point les dieux, ne trouverait en lui rien à reprendre. Dès lors, la conclusion s'impose. Le naturel philosophe, mûri par l'éducation et par le temps, est le seul qui convienne au chef suprême de la cité. Adimante l'admet. Mais, observe-t-il, la question a été posée dans l'abstrait. Socrate a peint le vrai philosophe, ou si l'on veut, le philosophe tel qu'il doit être, et non tel que nous le voyons dans la réalité.
Le plus souvent, en effet, il nous apparaît sous les traits d'une créature bizarre et insupportable. Et n'eût-il pas les défauts qu'on lui prête, on ne le croirait pas moins inapte à gérer les affaires publiques. Pareille opinion, quoique fondée en certains cas, est en général absolument fausse. Sur un navire également, dont l'équipage est composé d'hommes ignorants et grossiers, le vrai pilote passe pour un être inutile, une sorte de rêveur aux étoiles. Les matelots ne nient pas seulement sa science, mais la possibilité même d'une connaissance raisonnée des choses de la navigation. Ils circonviennent le brave patron, qui n'est guère plus savant qu'eux, et l'obsèdent de leurs prières pour obtenir la commande du gouvernail. Leur est-elle refusée? Ils se révoltent et s'en emparent de force. Après quoi, maître du vaisseau, ils pillent sa cargaison, s'enivrent, font bonne chère et courent les yeux fermés au-devant d'une fin tragique. La situation de cette nef perdue en mer, sans direction, est celle de bien des États. Les citoyens s'imaginent que la politique n'est ni un art ni une science. Ils n'exigent aucune compétence des chefs qu'ils se donnent, mais les veulent dévoués à leurs intérêts les plus mesquins et disposés à toutes les complaisances. Dira-t-on que les philosophes ont le tort de ne pas se mettre au service de leurs compatriotes? Mais nous répondrons qu'il ne sied pas aux médecins d'aller offrir ses secours aux malades, c'est aux malades de les lui demander. D'ailleurs, il faut reconnaître que trop souvent, les natures les mieux douées pour la philosophie se pervertissent et ne donnent que de mauvais fruits. Si de bonne heure on les oriente vers le mal, leur corruption même est fonction de l'excellence de leurs dons, car aussi bien que de pratiquer les plus hautes vertus, les sujets médiocres sont incapables de commettre les plus grands crimes. Certes, l'éducation actuelle contribue pour une large part à de telles déchéances. Mais la grande coupable est l'opinion publique, cette maîtresse d'erreur qui soumet à son empire tant de belles intelligences. Comment se refuser à la servir dans les États où elle détient la toute-puissance, procure le succès et dispense la gloire? Lorsque la foule dans ses assemblées fait retentir les échos environnants de ses cris et de ses applaudissements, donnant tour à tour, selon la forme passagère de son caprice, l'éloge et le blâme avec une égale outrance, quel homme, quel adolescent surtout est assez fort pour garder son sang-froid, pour résister à ce flot de passions déchaînées qui submerge et entraîne tout? Le sophiste lui-même, malgré les apparences, n'asservit point cette force aveugle et tyrannique. Il est semblable à un homme qui, après avoir attentivement observé les mouvements d'un animal de grande taille, parviendrait à connaître ses goûts, à l'approcher et à le flatter. Il sait quels mots et quels gestes peuvent éveiller la colère de la multitude ou l'apaiser. Mais, comme ce prétendu dompteur, il est au fond l'esclave des instincts d'un monstre redoutable. Il appelle bon ou mauvais ce qui plaît ou déplaît. À ce dernier, sa fallacieuse science s'arrête là. À moins que quelque génie bienveillant ne les protège, les meilleurs parmi les jeunes hommes désertent la philosophie pour la politique. Ils y sont poussés non seulement par l'attrait du pouvoir, mais par les conseils, les exhortations de leur entourage qui comptent profiter de leur élévation. Abandonnée comme une noble orpheline sans fortune, la philosophie est alors livrée à des êtres inférieurs qui la déshonorent. Voilà la cause du discrédit où elle est tombée. Mais que fera le vrai philosophe, celui qu'une faveur surnaturelle a préservé de la corruption? Comme l'éminente dignité de son âme et la raison qui y commande, comme l'éminente dignité de son âme et la raison qui y commande lui défend de servir les basses passions populaires, il se réfugiera dans la vie privée. Heureux, si loin des agitations et des démences humaines, il peut rester pur de toute souillure et attendre avec une belle espérance la fin de son séjour ici-bas. Ainsi, le voyageur assailli par la tempête se met à l'abri d'un de ces petits murs
qui se dressent le long des routes pour y attendre l'accalmie. Tel est le sort du philosophe dans les États où la souveraineté appartient à la multitude. Mais qu'on le suppose placé dans des circonstances favorables, les chefs ou le peuple acceptant de lui obéir, ou transporté dans un état dont la perfection réponde à la sienne, la cité idéale que nous avons fondée, et l'on verra que son art n'a nul comme une mesure avec les arts que cultivent les mortels. Maintenant que nous avons indiqué les raisons qui l'éloignent de la scène politique et précisé en quel cas il peut et doit y rentrer, il nous reste à décrire l'éducation spéciale, complément de l'éducation générale décrite tout à l'heure, qui le préparera au gouvernement de la cité. Aujourd'hui, on cultive la philosophie dans le court intervalle qui sépare l'enfance de la vie active. On y voit en quelque sorte qu'un passe-temps distingué qu'on abandonne dès que s'ouvrent les fructueuses carrières du commerce et de la politique. Or, c'est tout le contraire qu'il conviendrait de faire. Tant que l'esprit n'a point atteint sa maturité, il faut le former par des exercices simples. Tant que le corps n'a point terminé sa croissance, il faut l'assouplir et l'accoutumer à obéir à l'âme, afin que celle-ci trouve en lui un auxiliaire docile le jour où elle abordera l'étude de la philosophie. Cette étude sera alors l'objet essentiel et après une période d'activité au service de l'État, l'unique objet de ses préoccupations. Assurément, ce n'est pas sans peine qu'on admettra cette réforme, car tous ceux qui traitent de ces matières se proposent plutôt de construire de belles phrases que d'énoncer la vérité dans toute sa rigueur. Néanmoins, la réalisation de la cité parfaite implique le règne de la philosophie. Quand la multitude verra le philosophe sous son véritable jour et se rendra compte que sa science est aussi grande que son désintéressement, les préventions qu'elle nourrit contre lui tomberont d'elles-mêmes, et le sage pourra fonder sur terre une cité qu'il dotera de justice, de beauté et de tempérance en s'inspirant des modèles éternels de ses vertus. L'entreprise, on doit l'avouer, est pleine de difficultés, mais il n'est point démontré qu'elle ne puisse réussir dans toute la suite des temps.